Allô? Allô à tous en ligne. Je m'appelle Camille, je suis la stagiaire des grands Yann et Max. Puis je suis avec Cassandra. Des grands stagiaires avec Jeff et Christine. Fait qu'on est des stagiaires de maîtrise, début de maîtrise. Fait que pas autant bientôt fini que Jérôme, mais presque. Fait que nous, on va vous faire un retour un petit peu d'un consensus qui a eu lieu à Berne par rapport au douleur au niveau de l'épaule puis la réadaptation post-blessure à l'épaule. Berne, c'est en Suisse. C'est très beau. J'ai googlé ça. Vous direz aussi, c'est merveilleux. Hop. Donc, comment ils ont fonctionné? Dans le fond, eux, leur objectif, c'est de revenir un petit peu sur des principes de base qui étaient un peu évoqués dans certains articles, mais qu'il n'y avait pas eu encore de consensus là, avec des experts par rapport à ça. Fait que leur objectif, en gros, c'était de développer un cadre là, pour guider les intervenants impliqués dans la gestion des blessures à l'épaule dans plusieurs sports. Fait que, on sait qu'ils ont déjà un peu targeté là, des pathologies, puis ils ont déjà énoncé des principes de base pour des pathologies clés, par exemple, une déchirure de la coiffe pour un joueur de foot. T'sais. Mais il n'y a pas de baseline clair par rapport à les plusieurs sports confondus, puis c'est juste une grosse blessure à l'épaule, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que la méthode un peu, ils ont fait venir des experts autant en recherche que des cliniciens. Ils en ont convoqué 42 à qui ont envoyé des questionnaires en ligne. Ces questionnaires-là, ils ont été répondus. Ce qu'ils cherchaient, c'était d'avoir un peu un consensus. Fait que pour avoir le consensus, là, soit pour ou soit contre, fait qu'un consensus de position, ça prenait au moins 70 %, dans le fond, une réponse de 7 sur 10 pour avoir un consensus. Puis s'il n'y avait pas ce consensus-là, c'était un non-consensus. Puis ils ont fait revenir les experts en personne. Il y a seulement 10 personnes sur 42 qui sont revenues, fait que ça, c'est un peu une limitation de l'étude, mais bref, quand même, il y a 10 personnes qui sont revenues pour discuter des non-consensus, puis trouver un petit peu des lignes directives au travers de ça, puis peut-être voir si on pouvait s'entendre ou pas. Et bref, c'était plus une discussion qu'on cherchait absolument à tout prix à avoir l'unanimité. Fait que ça, je pense que c'était quand même pertinent pour l'étude. Fait qu'il y avait 4 sections principales, bref, la prévention des blessures, la quantification du stress mécanique, puis le loading un peu progressif, bref, sur l'épaule, la rééducation après une blessure, puis la décision par rapport au retour au sport. Fait que là, comme j'ai dit, eux, leur objectif, bref, c'était de faire des lignes claires pour tous les sports. Ils ont quand même fait des petites catégories parce que je pense qu'on ne peut pas nécessairement tout comparer les sports ensemble. Puis eux, c'est ce qu'ils ont cru bon aussi. Fait qu'il y avait les exercices qui étaient en dessous de la hauteur des épaules. Fait que, par exemple, le basketball. Il y avait les sports qui étaient au-dessus des épaules. Fait que tout ce qui est badminton, baseball, ces choses-là. Puis il y avait reverse chain. Reverse chain, c'est quoi? C'est les exercices, les sports où est-ce que le membre supérieur est utilisé surtout comme point de contact avec l'environnement. Comme l'escalade ou la natation, des choses de même. Puis, dans ces 3 catégories-là, ils prenaient quand même en considération si c'était un sport de contact ou non. Parce que, bref, on sait que ça peut avoir un effet quand même là, sur les blessures et la prise en charge des athlètes. La première section là, de la prévention des blessures, c'était, ils revenaient un peu sur ce qui est connu puis ce qui est inconnu sur les facteurs de risque. Eux, ce qui ressortait principalement, c'est qu'on a vraiment tendance à prédire les blessures à partir d'une seule prise de mesure baseline en début de saison. Puis eux, ce qu'ils semblaient dire, on en discutera ensuite, là, mais c'est que les facteurs de risque sont très modifiables, puis ils sont complexes, puis ils changent au travers de la saison. Fait que de seulement se faire une tête par rapport au risque de blessure en début de saison, bien, ça change tellement. Le rhum au courant d'une saison, la force au courant d'une saison, ça varie de par la fatigue, de par l'entraînement, ces choses-là. La position du joueur, ça affecte aussi le niveau, les historiques dans l'histoire antérieure des problèmes d'épaule. Il y a quand même beaucoup de facteurs de risque au travers de ça qui sont modifiables et qui changent au courant d'une saison. Fait on y reviendra un petit peu plus tard, mais eux, il y avait un petit bémol par rapport à seulement une seule prise de mesure. Bref. Ensuite, on parle un petit peu du screening à l'épaule. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, un screening à l'épaule. Eux, qu'est-ce qu'ils entendent par ça? C'était vraiment prendre l'amplitude, la force, les données de puissance, des données spécifiques par rapport au sport, puis la dyskinésie scapulaire. La dyskinésie scapulaire, ça n'a pas fait consensus au travers de l'étude. 50 % étaient pour, 50 % étaient contre. Il y en a qui disaient qu'on cherchait un peu des poux pour rien, puis il y en a qui disaient que ça pouvait être vraiment pertinent suite à une blessure. Pour l'instant, il y a jusqu'à présent. En tout cas, il n'y a pas de preuve de prédiction de blessure là, avec un screening à l'épaule s'il est fait seulement une fois en début de saison. Par contre, ça permet quand même d'aider les cliniciens à identifier et à résoudre des problèmes qui sont préexistants. Et si on commence la saison avec un manque de force, par exemple, en rotation externe versus en rotation interne, bien, de l'adresser tout de suite puis de ne pas attendre à plus tard, ça peut quand même être bénéfique, mais reste qu'il n'y a pas de preuve claire qu'on pourrait prédire une blessure juste avec ça. Fait qu'eux, ils disent que l'utilité n'est pas claire encore, mais que ça pourrait être recommandé là, en termes de dépistage plus qu'en termes de prévention.
Ensuite, par rapport à la gestion du risque avec un programme d'exercice. Il y a la prévention primaire, la prévention secondaire. Prévention primaire, là, je peux dire, c'est vraiment avant une blessure. Fait que de base, la prévention secondaire, c'est pour éviter les risques de récidive. Eux, ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas encore montré que de faire des exercices de prévention jusqu'à date, ce n'était pas montré que ça avait vraiment un effet sur la prévention de blessures à court ou long terme. Par contre, il y avait une étude qui avait été faite là, auprès de jeunes de 9 à 11 ans qui jouent au handball, qui est un sport overhead avec contact, que eux, ça avait permis de diminuer de 50 le risque de blessure à l'épaule en très jeune âge. Fait que eux, ce qu'ils semblaient dire, c'est, bref, prescrire un programme d'exercice. Ce programme-là, là, c'était vraiment un one size fits all. Là. Ça n'avait pas été adapté aux jeunes. Là. C'était vraiment, ils ont donné le même programme à tout le monde. Ça a permis de réduire de 50 les blessures à l'épaule. Fait que de prescrire un programme d'exercice en jeune âge, chez 9 à 11 ans, c'est assez jeune, puis de l'inclure dans une routine, ça pourrait être bénéfique. Puis ça, c'était quand même un consensus. Aussi, ça peut être pertinent de consacrer plus d'efforts sur les joueurs qui présentent déjà un risque de blessure plus élevé. Fait que si tu as fait un screening à l'épaule, puis tu te rends compte qu'il y en a un qui part déjà avec des faiblesses, qui part déjà avec une douleur à l'épaule, bien, pour ce jeune-là, c'est d'autant plus important de l'inclure dans sa routine. Fait que ça, c'était le consensus. Puis, Cass pourrait revenir un petit peu plus tard. Par rapport aux exercices que je vous ai montrés, il y avait une banque d'exercices là, qui venait avec l'article qui était super intéressant. Il y en a qui étaient plus pour l'amplitude, il y en a qui étaient plus pour la plio au niveau de l'épaule, il y en a qui étaient plus aussi pour des strains de synergie musculaire, tout ça. Fait que ça, c'était un des premiers exercices là, qui faisait bien, qui montrait dans l'étude qu'on pourrait inclure dans un programme de prévention primaire. C'est quand même des choses que je pense qu'on fait déjà, mais des fois, c'est le fun de se faire dire qu'on ne fait pas ça pour rien, bref. Fait que ça, c'était l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2. Fait que de rattraper la balle dans l'espace en rotation externe comme ça. Eux, ils font avec une balle de baseball, ben, on peut progresser avec différents poids, avec différentes grosseurs de balles, ces choses-là. Donc, ça, à la maison, ils font un exercice de rotation externe pour rattraper la balle. Puis ça ici, le Y-test, qui est quand même difficile, peu reproductible à la maison parce qu'on n'a pas tout ce genre de machine-là, mais des fois, de juste mettre des galons à mesurer sur le sol, puis d'aller porter, voir où est-ce qu'on se rend, puis voir si on est capable de s'améliorer dans le temps, ça peut quand même être bien, tout en gardant la rétraction scapulaire, puis une belle position. Fait que ça, c'était des exercices entre d'autres, il y en avait d'autres aussi, là, mais qui pouvaient être bons pour la prévention de blessures. Puis là, après ça, il parlait de l'implantation de ce programme d'exercice-là. Parce que là, on dit que c'est bien beau de le faire en jeune âge, mais comment est-ce qu'on implique ça dans la routine des plus jeunes? Changer. Dans le fond, ils disent que le programme d'exercice il est efficace dans des conditions qui sont contrôlées. Par contre, quand on donne des exercices à la maison, ce n'est pas tout à fait contrôlé. Là, puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est très multifactoriel, ça, en termes d'adhérence au traitement. Des plus jeunes, ça peut être plus difficile un peu de les embarquer dans notre traitement. En termes d'autoprise en charge, c'est ça. Puis ils disent qu'il y a beaucoup de conditions qui sont non contrôlées. Fait que le consensus, bref, c'est que de faire le programme de prévention au moins 2 fois par semaine, dans des conditions les plus contrôlées possibles, ça serait bénéfique. Fait que là, 2 fois par semaine, comment est-ce qu'on inclut ça dans un programme pour des jeunes? C'est là un petit peu le challenge. Mais déjà de le faire, même en prévention, il montre que ça a un effet sur la performance. Par exemple, un lanceur au baseball, bien, ça peut améliorer sa vitesse de lancer. Fait que, des fois, de dire ça à quelqu'un, ça peut peut-être améliorer là, son adhérence au traitement. Fait que la section 2, c'est par rapport à la QSM, fait que la quantification du stress mécanique. Fait que pour les sports overhead, on va vraiment parler de quantification mécanique là, en termes de nombre de lancers, la position du joueur, le type d'entraînement, l'intensité de l'entraînement. Donc, il y a des études qui ont prouvé que, dans le fond, plus de 16 heures par semaine d'entraînement de mouvements overhead vraiment spécifiques à l'épaule, par exemple des lancers à haute vitesse au baseball, ou encore d'augmenter la charge de plus de 60 par rapport à la moyenne des 4 dernières semaines. Ça vient vraiment avoir un impact sur le risque de blessure. Ça, c'est quelque chose qui a été démontré. Sinon, le consensus qui en est ressorti, c'est vraiment plus de base que l'équilibre entre la capacité et la charge va jouer un rôle important dans la gestion des risques de blessure, la réadapte, le retour au sport et la performance. Puis dans l'étude, on parlait de charge interne, charge externe. Fait que la charge externe, ça peut être comme le nombre de répétitions, la charge, le poids. La charge interne, c'est plus propre aux joueurs. Fait que ça peut être l'influence du stress,
la charge mentale que le joueur a. Puis, dans le fond, ce n'est pas vraiment étudié autant que ça serait souhaité. On ne sait pas, est-ce que c'est plus la charge interne ou la charge externe qui serait importante vraiment à travailler pour la prévention des blessures? Ça, c'est pas clair encore. Fait que, il y a un autre consensus qui est pour estimer la charge externe, bien là, c'est ça. On peut y aller avec un nombre de répétitions, l'ampleur de la charge par répétition, la répartition de la charge sur les différentes structures lors du mouvement. Puis, ça va être plus dur à évaluer dans certains sports. Par exemple, la natation, un nombre de répétitions, c'est moins évident. Fait que ça va être suggéré d'utiliser la perception de l'effort ressenti autant, dans le fond, une mesure pour la perception de l'effort à l'épaule et une mesure pour la perception de l'effort en général, comme on est plus habitué. Fait que ça, on va plus parler en termes de charge interne. Fait qu'on va l'évaluer sur une échelle de bas, tout simplement. Fait que c'est juste de demander dans la session sur une échelle de 0 à 10 comment tu as senti ça au niveau de ton épaule, par exemple. Fait que ça nous donne une idée, oui, c'est subjectif, mais ça nous donne quand même une bonne idée. On ne sait pas à quel point on va vraiment mesurer le construit qu'on veut, donc plus le construit psychologique. Ce qu'on veut mesurer, c'est vraiment est-ce qu'au niveau de la fatigue, la lourdeur, l'inconfort, est-ce que c'est vraiment ça qu'on vient mesurer avec l'échelle de Gauss? C'est plus ou moins clair, mais c'est vraiment démontré que c'est corrélé avec les fréquences cardiaques dans une session, surtout chez les athlètes de rugby soccer. S'ils ont vraiment fait un effort vraiment grand, fréquence cardiaque plus haute, bien, Cliff Mike devrait coter plus haut sur notre échelle de Gauss. Mais que ce soit l'échelle de bord qu'on prend au niveau de l'épaule ou au niveau de la session en général, ça va nous permettre d'identifier des athlètes qui seraient plus en difficulté. Puis le consensus, c'est de surveiller la charge interne sur une base hebdomadaire avec des collectes de données sur la performance individuelle, mais aussi en équipe. Section 3, fait que c'est par rapport à la rééducation après une blessure à l'épaule. Donc, un des consensus qui est sorti, c'est qu'une atteinte tissulaire spécifique peut être prise en compte, mais il ne faut pas se fier juste à ça pour faire notre programme de rééducation, dans le sens qu'il y a plusieurs athlètes que si on leur fait passer des IRM, ils vont avoir des anomalies asymptomatiques. Fait qu'il ne faut pas baser notre programme juste sur les examens plus poussés, mais ça, je pense que ça va de soi. Ensuite, ce qui sortait aussi, c'est que les cliniciens qui travaillent avec des athlètes après une blessure à l'épaule, il y a 4 points qui sont vraiment importants. On veut améliorer la biomécanique et la technique qui va être spécifique au sport. On veut augmenter l'intensité de la réadapte pour amener les athlètes à la limite de leur capacité. On veut augmenter la résilience, donc pas juste travailler à augmenter la charge, mais aussi à augmenter la tolérance mentale. Puis, on veut vraiment favoriser la prise de décision en équipe multi, donc en incluant l'athlète et le coach. Puis ça, c'est quelque chose qui revenait souvent dans l'étude. Encore là, quand ils se sont rencontrés en genre de meeting, ils ont sorti les 7 principes clés qui devraient vraiment guider la réadapte. Fait que le premier, c'est l'irritabilité qui devrait guider la progression de la réadapte. On ne sait pas, il n'y a pas d'ordre spécifique. Est-ce qu'on fait des exercices en chaîne verte, en chaîne fermée, gléno-humérale, sacro-thoracique? Théoriquement, on devrait toutes les commencer en même temps, mais c'est vraiment la cause de notre incapacité qui va venir nous guider à voir si notre programme d'exercice, on s'en va dans la bonne direction. Fait que c'est vraiment la douleur, la faiblesse, l'irritabilité qui vont nous permettre de voir si notre programme de réadapte est bon. Ensuite, là, il est écrit 1, mais ça devrait être 2. On veut traiter les déficits de ROM à la gléno-humérale avec des exercices actifs. Ce qui ressortait dans l'étude, c'est que souvent, les athlètes de sport overhead, on va avoir vraiment l'impression qu'ils vont avoir un déficit de rotation interne puis un gain de rotation externe. Ils parlaient d'une impression parce que souvent, ces athlètes-là, ils vont avoir des changements structurels. Fait qu'il peut y avoir une rotation, dans le fond, au niveau huméral qui, là, dans le fond, va influencer notre mesure qu'on va avoir de rotation interne et de rotation externe. Puis là, le consensus, c'est que le déficit en rotation interne, le gain en rotation externe, c'est des réponses qui sont tissulaires, c'est physiologique, mais il manque d'évidence pour vraiment différencier si c'est vraiment physiologique versus pathologique. C'est pas tout à fait clair. Puis il n'y a pas de consensus non plus sur le traitement. Est-ce qu'on doit avec un traitement actif, un traitement passif pour gagner notre diminution symptomatique de rotation interne?
Puis, dans le fond, un autre consensus qui vient avec cette partie-là, c'est que l'athlète qui a une augmentation de rotation externe, bien, il faut s'assurer qu'il est capable de bien le gérer. S'il y a plus de rotation externe et qu'il n'a jamais travaillé dans cette amplitude-là, bien là, ça fait un petit peu plus à risque de blessure. Fait qu'il faut s'assurer de pallier à ça. Bon, on revient à la dyskinésie de l'épaule. Fait que eux, ils disent de porter une attention sur la scapula, mais on ne veut pas vraiment screener là, pour trouver une dyskinésie. La dyskinésie, c'est présent chez 53% de la population saine, 61% des athlètes overhead, puis ça n'a pas nécessairement un impact sur leur performance. Fait qu'on veut vraiment considérer la scapula en général dans notre réadapte de l'épaule, donc du renforcement de la chaîne cinétique pour améliorer notre mécanique de la scapula. Mais l'effet du dyskinésie de la scapula, est-ce que ça a un effet sur notre performance? Ça, c'est encore incertain. Ensuite, je ne sais pas pourquoi il est écrit 3, mais il se être écrit 4. On veut sélectionner les bons exercices. Fait que chaîne ouverte, chaîne fermée. Pour débuter notre sélection, ça dépend vraiment de notre blessure, de la phase de la réadapte, de la tolérance de notre athlète. On veut progresser vers des exercices qui vont aller vers ce que le sport va nous demander. Puis le consensus, dans le fond, on veut inclure des exercices en chaîne ouverte, en chaîne fermée pour tous les athlètes overhead et des sports de contact. Fait que là, on voulait montrer 4, 6, 9. Fait que là, on est plus, on ne le voit pas. OK. Fait que là, on vient travailler plus en chaîne fermée. Ah non, je l'ai fermé. Excusez. Vous avez-tu le numéro? 6, 9, 10. Fait que là, on vient combiner un peu avec de la chaîne ouverte. Pour l'ensemble des vidéos, des exercices sont en lien avec l'article. Oui, sur l'article, ils sont comme en pièces jointes, puis il y en a 20 quelques. Là. On n'en montrera pas 20 quelques aujourd'hui, mais il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Puis il y a des belles progressions de comme chaque objectif pour les exercices. Là. C'est vraiment bien fait. Ouais, quand même. Pas pour monsieur, madame, tout le monde, mettons. Il y a de 10. OK, good. Fait que le 5e, on veut inclure des exercices de plio rapidement dans la réadapte. On veut débuter avec une faible charge. Fait que comme tantôt, on a montré le drop and catch de petite amplitude. Puis on va progresser en ajoutant de la résistance, puis en variant les positions. Fait que le consensus, c'est vraiment que les exercices de plio, ils doivent être inclus au début de la réadapte, autant pour les sports overhead que les sports de contact. Ensuite, pour le 6e, on veut entraîner le cerveau. Donc, la blessure va entraîner des changements au niveau de l'aire corticale. Puis, on veut profiter de cette plasticité-là au niveau du cerveau pour diminuer les changements après la blessure. Fait qu'on peut parler de thérapie miroir, visualisation de mouvement. On peut faire une exposition graduelle au mouvement, aux gestes qui causaient plus de peur. On peut y aller avec le métronome, donc pour pouvoir travailler aussi le cerveau. Ça, c'est un peu une progression pour notre exercice de plio. Ouais. Ah, c'est ça. Fais-le. Fais-le donc. Ben, dans le fond, il est couché sur le côté puis il échappe la balle comme ça, au lieu d'être debout. Ouais, excusez. Peut-être si faut que je ferme mon yeux. Vous pourrez les visiter à la maison ce soir avant de coucher. Oui. Chacun. 5, 8, 22. Rappelez-vous ça. Je vais regarder c'était quoi.
Puis l'autre d'après, dans le fond, il fait le même mouvement, mais il va vraiment lancer plus haut. Ça aussi, ça peut être une progression. C'est comme si je fais un peu... En tout cas. Tant pis. Ouais. Puis le dernier, dans le fond, il va être couché à plat ventre. Puis avec les deux bras, il va attraper des balles comme ça. Fait que c'est quand même un petit peu plus poussé. Bon. Puis finalement, le septième, c'est d'avoir des exercices qui sont spécifiques au sport, mais ça va de soi. Fait qu'on va le progresser éventuellement vers ça. Par rapport à la prise de mesure pour le suivi de la réadaptation, ben, les mesures de force avec... je n'aurai pas toutes parce que là, il nous reste moins de temps. Questionnaire auto-administré. Puis dans le fond, on veut prendre les mesures au moins une fois par semaine. Ça ne va pas exactement de quel moment. Est-ce qu'on les prend au début de la semaine, après des pratiques, après un match, par exemple, ça, on ne sait pas. Parfait. Fait que là, après ça, la dernière section, la section du retour au sport. Fait que là, eux, ils parlent d'un plus un continuum que d'une hiérarchie là, en fonction d'un retour au sport. Premièrement, ils parlent du retour à la participation. Ça, dans le fond, c'est que l'athlète est physiquement actif dans sa réadap, mais pour une question soit physique, psychologique ou médicale, il n'y a pas le hockey pour le retour au sport. Fait que, bref, il peut être impliqué dans sa réadap sans retourner au sport. Le retour au sport, eux, ils entendent un retour avec une participation dans son sport sous le niveau de performance antérieur ou désiré. Fait que, par exemple, sans contact, mais il peut toucher du ballon, il peut lancer des... On se comprend. Puis, eux, leur vrai retour au sport, c'était le retour à la performance. Fait que, dans le fond, ton retour au sport avec la performance antérieure que tu avais. Fait que, par exemple, pour un lanceur au baseball, mais ça peut être de lancer le même nombre de balles à la même vitesse que tu faisais avant. Il n'y a pas de batterie de test ou de test unique qui est valide là, pour une décision d'un retour au jeu. Par exemple, leur consensus, c'est d'utiliser des tests spécifiques au sport de l'athlète pour déterminer quand il va être prêt à retourner à la performance ou pas. Ça serait l'idéal. Bon, on ne réinventera pas la voie avec celle-là. Puis les critères de retour au jeu, eux, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnaient 6 domaines à considérer. C'était des domaines qui étaient à considérer de façon plus ou moins importante selon le sport de l'athlète. Donc, le domaine 1, c'est la douleur. Fait que, bref, eux, ce qu'ils disaient, c'est que l'athlète overhead ou de lancer, il peut retourner à la participation. Fait qu'il peut être physiquement actif avec la douleur, mais il devrait être sans douleur au retour de sa performance. Alors qu'un athlète avec contact, il peut retourner à la participation avec douleur, mais dans un environnement qui est contrôlé. Fait que là, encore une fois, c'est sans contact, possiblement. Tu sais, c'était pas décrit qu'est-ce qu'il entendait par environnement contrôlé. Nous, on l'a interprété comme un sans contact. C'est vraiment quelque chose de très de base. Après ça, pour le domaine 2, c'était le ROM actif au niveau de l'épaule. Les athlètes overhead ou de lancer, encore une fois, il n'y aurait pas besoin de leur ROM complet pour retourner à la participation, mais il faudrait qu'ils soient de retour pour le retour au jeu. Puis ce qu'ils disaient, ce qui était quand même intéressant, c'est que les athlètes de contact n'auraient, eux, pas besoin d'avoir leur ROM complet pour retourner au retour au sport, dans le fond. Fait qu'il y a quelqu'un qui fait un sport de contact, surtout s'il est en dessous des épaules, fait que mettons un O-line au foot, si lui n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher des hautes amplitudes, n'aurait pas besoin de ce retour de ROM complet-là pour retourner à son sport. Domaine 3, la force, la puissance et l'endurance. Ben, on sait que tous les sports avec une implication de l'épaule ont des prérequis en force ou d'autres variables importantes. Puis selon le sport, les variables sont différentes ou à différents niveaux. Par exemple, en natation, ben, c'est plus de l'endurance. Si on y va avec du weightlifting, ben, ça va être plus en puissance. Si on y va avec du baseball, ben, ça peut peut-être être plus de la vitesse, ces choses-là. Fait que, bref, nous, c'est de bien comprendre le sport. Ça revient tout au long de l'article, c'est de bien comprendre le sport, puis être capable de comprendre la position aussi du joueur, puis de savoir dans ce domaine-là, fait que force, puissance, endurance, lequel nous importe le plus, puis sur lequel on va mettre l'accent principalement. On vient aussi un peu sur le ratio de force, rotation externe, rotation interne. Et eux, ils disent qu'il y a plusieurs personnes qui se fient beaucoup à ça pour un retour au sport. Eux, ce qu'ils disent, c'est que ça peut être pertinent, mais il ne faut pas se fier à ça. On est peut-être mieux se fier aux valeurs absolues, fait à la force absolue, parce que quelqu'un qui a un bon ratio rot externe, rot interne, mais s'il est fait dans les deux, son ratio va être bon, mais bref, il ne sera pas prêt au retour au sport non plus. Fait que c'est d'utiliser notre jugement clinique, bref, pour prendre plusieurs données et non pas une seule donnée, puis baser complètement notre retour au jeu avec ça. Puis il revient encore sur le fait qu'une mesure pré-saison, ça donne une bonne idée du processus de retour au jeu, mais les nombres de la population ne sont pas assez précises.
Après ça, la chaîne cinétique, ben, on sait qu'il y a un transfert d'énergie qui se fait du proximal au distal, puis que ben, un bon transfert d'énergie, ça va améliorer les performances. C'est important d'identifier les mouvements qui sont inadéquats, puis en proximal pour les corriger, parce que si ça ne fonctionne pas bien en proximal, ben, en distal, ça va devoir compenser. Puis bref, on n'est pas à l'abri d'autres blessures ou un retour au jeu qui va être moins adapté. Le domaine 5, qui est la préparation psychologique, il en parlait quand même beaucoup, puis c'est quand même important. Pour le retour à la participation, il ne faut pas avoir d'appréhension dans les lancers, il ne faut pas avoir peur de se reblesser. Ça, c'est pour le retour à la participation. Fait qu'on n'est pas encore au retour au sport, on n'est pas encore au retour à la performance. Fait que c'est important d'écouter ce que l'athlète a à nous dire. C'est important aussi, on peut aussi le coter là, avec des questionnaires. Là, il parle de l'échelle de kinésiophobie de TEMPA, puis plein d'échelles aussi qui sont clés là, aux blessures à l'épaule. Fait que ça, on peut aller le coter. Puis, pour le retour au jeu puis à la performance, là, ben, il faut avoir aucune appréhension puis pas de peur de se reblesser, puis surtout quand on est dans des sports de contact. Puis bref, le domaine 6, ben, c'est spécifique au sport. Fait que c'est de connaître les exigences, puis dans les différents sports, de savoir la demande qui est à l'épaule, puis d'appliquer en fait notre jugement par rapport à ça. En conclusion, nous, une limitation qu'on a trouvée qu'il y avait au niveau de cette étude-là, puis là, on parle de 2 étudiants de la maîtrise qui ont regardé ça, puis qui se sont dit, ils n'ont pas parlé nulle part de l'éducation des joueurs. Fait que, on parle d'un programme de prévention d'exercice qu'on peut inclure au moins 2 fois par semaine, un genre de 10-15 minutes dans une routine d'entraînement. Ils disent que ça devrait être aussi fait avec la compétition des autres amis, par exemple, là, pour que ça soit un peu plus le fun pour les jeunes. Mais il n'y a aucune mention de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça, de leur expliquer la pertinence de le faire, de leur enseigner comment le faire. Parce que, veux pas, ça va être plus dans un milieu non contrôlé, souvent qu'ils vont faire ces exercices-là. Fait que, bref, toute l'éducation des athlètes n'a pas été abordée dans l'étude. Fait qu'on pense que ça pourrait être quelque chose qui va être fait plus tard. Puis, eux, bref, sur quoi ils ont mis l'accent souvent, ben, c'était de connaître les demandes spécifiques du sport. Bref, on l'a dit, que la prévention primaire et secondaire est importante très rapidement, puis en jeune âge, pour soutenir la gestion de la charge puis les risques de blessure. Qu'il y a 7 principes clés pour guider un athlète après une blessure à l'épaule, puis qu'il y a 6 domaines à considérer, fait qu'on ne peut pas juste se fier sur une mesure baseline pour faire notre décision de retour au sport. Puis c'est une approche multidisciplinaire, puis comme Cass l'a dit tantôt, ben, tout le long, ils l'ont dit, c'est pas juste nous en termes de professionnels de la santé, avec le médecin, avec le kin, c'est avec le coach, c'est avec l'athlète, puis c'est de voir tout le monde ensemble, ben, où est-ce qu'on en est, puis si on est capable de retourner au jeu. Puis il y avait d'autres exercices qu'on voulait vous montrer, peut-être qu'on a moins de temps, mais vous irez les voir, c'est bien pertinent.